Bonjour à tous, bienvenue sur lematin.ch pour ce nouveau numéro de la brasserie du mardi. Aujourd'hui, on va revenir sur tous les dossiers chauds du moment, à commencer par le ski avec Sylvain Bolt. On va aussi parler Formule 1, forcément, avec cette fin de saison incroyable. Et pour ce faire, on a joint Luc Domingeau. On va aussi parler hockey sur glace et surtout Swiss League avec Emmanuel Favre. Et on va terminer toute cette affaire avec Servette FC et surtout Castriote Imeri. Et on va en parler avec Valentin Schnorr qui a tout analysé pour nous. Bonne brasserie, bonne écoute. Je suis avec Luc Domingeau pour parler Formule 1, forcément, avec une dizaine de jours absolument incroyables et surtout un dernier Grand Prix sur un nouveau circuit de folie. Comment tu as vécu ça et comment ça s'est passé pour toi parce que c'était très intense. Ouais, alors la Formule 1, c'est comme ça. C'est souvent, parfois, des saisons très ennuyeuses. Des fois, le champion est décidé à la mi-saison et puis on s'ennuie pour le reste de la saison. Et puis, il y a des fois où c'est des saisons extraordinaires, c'est une tension folle. Et puis, c'est le cas cette année. La dernière fois, ça remonte quand même à 2008. Et encore, c'était plutôt l'époque Senna-Prost il y a 30 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une saison comme ça. Et puis dimanche, bien sûr, c'est une espèce de montée en tension là. Et puis dimanche, on était au sommet de la tension. J'ai dû perdre 2 kilos là, à Genève en commentant cette course. Mais c'est extraordinaire, je trouve, quand il y a une confrontation directe entre les deux du premier du championnat, parce que il y en a un qui aurait pu être cinquième, l'autre premier, puis voilà, il n'y avait pas de confrontation directe. Mais là, sur ce circuit en plus où ça allait extrêmement vite, 254 de moyenne entre les murs de béton, c'est un circuit en ville comme un circuit rapide, c'est un truc de fou ce qu'ils ont fait là. Et c'est même un peu exagéré parce qu'il y a des virages aveugles qui étaient inutiles parce que c'est des virages qui se prennent à fond. Alors la moitié des virages se prennent à fond, donc c'est pas des virages, mais c'est quand même masqué. Donc c'était un peu des risques un peu inutiles, je trouvais. N'empêche que ça a fait un suspense incroyable, ça fait une course folle. Et puis, quand on a comme ça un affrontement direct entre deux personnalités comme Hamilton et Verstappen, c'est un Britannique contre un Néerlandais, un Noir contre un Blanc, Honda contre Mercedes. Enfin, c'est une tension énorme parce que un pilote, c'est pas juste lui qui court. Derrière lui, il y a une écurie de 2000 personnes. Chez Mercedes, ils sont 2000. Il y en a 1500 pour le châssis, 500 pour le moteur. Chez Red Bull, ils sont 1200 pour le châssis. On ne sait pas combien de centaines pour le moteur Honda au Japon. Donc, c'est vraiment une grosse tension. Le pilote, c'est que la pointe émergée de l'iceberg. Alors, quand on sent toute cette tension et que ça se déroule sur la piste devant nous à 300 à l'heure, c'est fantastique. On a lu beaucoup de choses sur ce Grand Prix et tous les avis divergent, chacun a son ressenti par rapport à ce qu'a fait Max Verstappen surtout et aux sanctions dont il a été, je ne vais pas dire victime parce que, parce que c'est un peu de sa faute, mais une fois 100 secondes, une fois 10 secondes, il y a ce quasi-freinage en ligne droite. Comment tu analyses ça, toi? Ouais, alors il y a une règle non écrite en F1, c'est qu'on ne doit pas ralentir sur la trajectoire. Il y a eu quelques cas dans le passé, là, notamment en 98 en Belgique, sous la pluie, Coulthard devait se laisser prendre un tour par Schumacher et il a ralenti en pleine ligne droite sur la trajectoire. Schumacher lui est rentré dedans. C'est impossible d'éviter un gars qui tout d'un coup ralentit sur la trajectoire parce qu'on s'y attend pas, parce que c'est la règle non écrite, c'est qu'on fait pas ça. Si on ralentit, on se met hors de la trajectoire et là on lève le pied. Et donc en 98, il y a eu un premier accrochage. Il y a eu la même chose entre Coulthard et Alonso, le même Coulthard et Alonso en 2003. Donc c'est évident qu'on ne doit pas lever le pied parce qu'il n'y a pas il y a pas de phare de frein sur les Formule 1. Hein. On ne voit pas si celui de devant il freine ou pas. Et là, ce qu'a fait Verstappen, c'est doublement vicieux parce que déjà, ça se fait pas, on ralentit pas sur la ligne droite. Là, il a carrément freiné. Hein. Il a montré au commissaire après. Tout ce qu'ils ont dit comme défense sur Red Bull, c'est il n'a pas changé son freinage. Il a freiné de manière constante. Oui, mais il a freiné. Donc, d'ailleurs, on a vu sur son tableau qu'il est descendu en troisième. C'est une ligne droite qui se prend en 7 et là, il était en 3. Donc, il a bel et bien ralenti. Donc, ça se fait pas. Mais en plus, il l'a fait en sachant que probablement Hamilton lui rentrerait dedans. Il était derrière et ça l'arrangeait parce que dans ce cas, les deux étaient éliminés. Il prenait pas de risque si on lui rentre dedans par derrière. Il y a extrêmement peu de risque pour son intégrité physique. Donc, il prenait pas de risque. Par contre, il prenait le risque que les deux sortent et ça l'arrangeait parce qu'il gardait ses 8 points d'avance pour la dernière course. Donc là, c'est super vicieux ce qu'il a fait. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était condamné à 10 secondes. Condamnation qu'on n'ait pas vraiment une, parce que même en lui ajoutant 10 secondes, les commissaires savaient très bien que ça ne changeait pas le classement, puisqu'il avait 25 secondes d'avance sur le troisième. Donc, c'est le condamné pour lui dire que c'est pas bien, mais sans que ça porte sur le championnat. On reste avec ses 369 points et demi au championnat. Justement, la FIA était pris dans un étau. Verstappen les a Ouais, mis en position
de décider du championnat, ce qu'il ne voulait pas faire. Non, puis c'était la même chose un peu au Brésil, hein, quand la FIA a condamné Hamilton à disqualifier des essais du vendredi. Il est parti dernier de la course sprint au Brésil. Ensuite, il a perdu 5 places. Ça, c'était normal pour changement de moteur. Donc, la FIA, là, chez Mercedes, ils ont dit, bah, la FIA, ils sont pour Red Bull. Ils nous disqualifient. C'est pas normal. Ça s'est jamais fait comme ça parce que l'aileron arrière d'Hamilton avait un petit problème technique. Mais il suffisait de resserrer des vis. Hein, et puis, d'habitude, c'est la loi non écrite aussi. Les mécaniciens ont le droit de resserrer les pièces desserrées avant qu'on prenne les mesures. Et là, Mercedes n'a pas été autorisé à le faire au Brésil. Ils ont dit que c'est la première fois dans l'histoire de la F1 qu'on ne peut pas resserrer les boulons avant que ce soit mesuré. Donc, la FIA est pour Red Bull. Et puis là, ce week-end, qu'est-ce que Red Bull a dit? La FIA est pour Mercedes parce qu'ils ont condamné Verstappen de manière injuste. Donc, la FIA essaye de se tenir là au milieu. Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit pour l'un ou pour l'autre parce que si ça se savait, si ça se voyait, ce serait insupportable. Vu les budgets engagés, hein, les écuries comme Mercedes, ça dépense 430 millions d'euros par année pour être champion. Donc, vu les budgets, la FIA ne peut pas se permettre. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, la FIA, c'est une fédération, donc ils ne peuvent pas se permettre d'un procès qui leur coûterait des centaines de millions. Donc, ils essayent de se tenir là au milieu, la ligne droite entre Mercedes et Red Bull. Mais évidemment, quand chacun des deux accuse la FIA d'être pour l'autre, c'est qu'en principe, ils sont plus ou moins neutres. C'est comme les arbitres de foot. C'est dommage que Netflix puisse plus aller dans la route Verstappen parce qu'il y aurait eu de quoi raconter. Hein. Ouais, je pense qu'il y aura de quoi raconter sur cette saison, hein, quoi qu'il arrive. Et, Netflix a réussi à rendre intéressantes des saisons qui n'étaient pas. Alors, on imagine que cette fois-ci, ça va être super à suivre. Verstappen ne veut plus être suivi, mais c'est juste Verstappen. L'écurie Red Bull, elle est toujours suivie par Netflix. Est-ce que. On a beaucoup parlé de mental hein, en cette fin de saison. On l'a vu, c'est un peu le feu et la glace. Verstappen disait non, non, je me sens très bien, mais on sent qu'il est quand même un peu rattrapé par la pression. Non. Ouais, lui, il dit que s'il perd le championnat, c'est pas grave, ça l'empêchera pas de dormir. Il s'en fiche un peu. Bon, d'un autre côté, alors c'est un rock, hein, c'est vrai, Verstappen, un sale trogne, mais un rock. Et puis Hamilton, c'est un peu la même chose. Lui, c'est la même chose en étant l'inverse. Il reste zen. Il dit, moi, bon, j'ai déjà eu 7 titres. Bien sûr, le huitième, c'est jamais arrivé, mais c'est pas si important que ça. Les deux essayent de minimiser l'importance. Mais encore une fois, c'est que leur personnalité. Derrière eux, ils ont une écurie et 2000 personnes qui ont bossé pour ce championnat. Donc, ne serait-ce que pour ces 2000 personnes qui travaillent pour eux, ils ne peuvent pas se permettre d'y aller mollo. Il faut qu'ils aillent à fond. Et par contre, ce que fait Verstappen, c'est toujours à la limite. On voit que Verstappen ne supporte pas d'être derrière Hamilton et il fait n'importe quoi pour le passer. Dimanche, on a vu des dépassements par l'extérieur, par l'intérieur. C'est incroyable parce qu'il a fait le troisième d'abord ou le deuxième, je ne sais plus. Hamilton est nettement mieux parti, il était largement en tête et voilà Verstappen qui plonge sans freiner pour vraiment passer devant. Il ne supporte pas d'être derrière Hamilton. Donc ça ne peut faire que des étincelles à Abu Dhabi dimanche. Justement, à quoi on peut s'attendre pour ce dernier Grand Prix? Déjà, à quelle voiture c'est un circuit favorable? Bon, c'est toujours les Mercedes qui ont gagné depuis des années. Alors, on pourrait dire que c'est un circuit favorable aux Mercedes. C'est malheureusement un très mauvais circuit pour jouer une finale de championnat parce qu'on ne peut pas doubler. Demandez ce qu'il en pense à Fernando Alonso, qui a perdu le championnat en 2010 parce que l'écurie Ferrari, à l'époque, Alonso était chez Ferrari, il aurait été champion avec Ferrari. Et puis, ils ont calqué leur stratégie sur Mark Webber, qui était chez Red Bull, qui était son concurrent le plus dangereux. Weber s'est arrêté pour changer de pneu très tôt parce qu'en fait, il a eu une crevaison, mais chez Ferrari, on ne le savait pas. On s'est dit, c'est une stratégie. Donc, ils ont arrêté Alonso très tôt, puis il s'est retrouvé coincé derrière la Renault de Vitaly Petrov. Donc, personne ne se souvient, c'est bien la preuve, c'est qu'il n'était pas super rapide. Et Alonso n'a pas pu, avec sa Ferrari, doubler la Renault de Vitaly Petrov pendant toute la course parce que ce circuit ne permet pas les dépassements. Donc, c'est dommage de jouer le titre sur un circuit où on ne peut pas doubler. Ça va être difficile. Ce qui veut dire que ce sera celui qui va prendre la tête au premier virage qui aura un immense avantage sur l'autre. Donc, ça va se jouer au premier virage. Et là, s'ils sont les deux en première ligne, ça ne peut pas se terminer bien. Ça peut se terminer que dans le mur. Donc, il ne faudra pas rater le premier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi. Du coup, ce sera le dernier thème que je vais aborder parce que le temps file, on n'a que 10 minutes. Ce qu'a fait Liberty Media et cette rivalité-là, moi, me donne l'impression que la F1 de retour, quoi, le vrai cirque de la F1. Ouais, alors c'est un peu les décisions de Liberty Media, par exemple, c'est de signer ce contrat avec ce circuit de Jeddah. Alors, ce circuit de Jeddah, il est provisoire, hein, il est là pour 2 ans. Après, la F1 qui va rester 10 ans en Arabie Saoudite. Alors, c'est un contrat aussi, on peut en discuter pendant des heures parce qu'il y a encore 3 ans,
chez Liberty Media, ils disaient jamais on ira en Arabie, c'est un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. On sait que l'athéisme peut valoir la peine de mort en Arabie Saoudite. On fait mieux pour les droits de l'homme. Donc, ils avaient dit il y a 3 ans, on n'ira jamais en Arabie Saoudite. Et tout d'un coup, on y va pour 10 ans parce qu'ils ont signé un contrat mirifique. Ils ont sorti le carnet de chèques en Arabie Saoudite, 60 millions par année fois 10 ans, ça fait 600 millions. Donc, à ce prix-là, on s'assied sur les droits de l'homme. Et donc, il y a ce circuit provisoire de Jeddah qui a favorisé une course complètement folle. On avait vu en Formule 2, la course d'avant, que c'était aussi n'importe quoi. Donc, c'est le circuit qui a favorisé n'importe quoi. Alors, ça, c'est pas vraiment Liberty Media, mais un petit peu quand même. Bernier Ecclestone n'aurait peut-être pas fait ce contrat-là. Et par contre, Liberty Media n'a pas vraiment influence sur le règlement. Donc, sur ce qui se passe, le règlement, c'est l'apanage de la FIA, la Fédération internationale, qui décide des règlements. Liberty Media décide de tout ce qui est commercial, quel circuit on court, combien de saisons et les répartitions financières. Donc, Liberty n'a pas vraiment pu influencer le fait qu'on a une saison magnifique. C'est juste que le règlement n'a plus changé depuis 2014. Et quand le règlement est le même pendant plusieurs années, mécaniquement, ceux qui sont derrière rattrapent petit à petit ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant améliorent toujours leur voiture, mais à un bout d'un moment, il y a une asymptote, on n'arrive plus à améliorer vraiment, et ceux derrière rattrapent. Si le règlement ne change pas, c'est toujours ce qui arrive. À la fin, les deuxièmes rattrapent les premiers, ça fait des saisons intéressantes. Quand le règlement change totalement, ce qui malheureusement sera le cas l'année prochaine, il y en a toujours un qui trouve une solution, puis les autres mettent des années à rattraper puis à venir au même niveau. Donc là, on a en fait on a le maximum de ce qu'on peut avoir comme duel entre deux écuries parce qu'ils arrivent au même niveau maintenant. Si jamais il y avait encore une saison de plus avec le même règlement, Mercedes pourrait améliorer la voiture peut-être de 2 dixièmes, 3 dixièmes, et puis Red Bull aussi. Et puis on aura peut-être un troisième Ferrari qui rattraperait, et puis on aurait un championnat à 3. Là, c'est plutôt dû au fait que le règlement n'a pas changé depuis 2014, qu'on a une super saison, plus que l'intervention de Liberty Media. Ok, et ton pronostic pour ce week-end, Hamilton à l'expérience? Ouais, c'était vraiment là. Je dis toujours, à la fin, c'est Hamilton qui gagne, mais ce coup-là, franchement, je sais pas. Comme Verstappen est fou, si lui, il a intérêt à pousser la sortie de route parce que s'il termine comme ça à égalité, Verstappen est champion parce que c'est la qualité des résultats qui va décider. Et dans ce cas, c'est le nombre de victoires et Verstappen en a une de plus. Mais quelle est cette victoire? C'est celle du Grand Prix de Belgique où ils ont tourné un tour au ralenti et un safety car. Donc, s'il est champion grâce à cette victoire-là, ça va être un championnat un peu moche. Mais ouais, j'ai peur de ce premier tour parce que comme Verstappen, il voit rouge, il supporte pas d'être derrière Hamilton. Je sais pas comment ça peut se passer bien. Pour que ça Donc se toi, passe bien, il faudrait presque Verstappen. tu vois une scène Un à accrochage, Prost. un accrochage. Ouais. Ouais, un Senna Prost, Suzuka 1990 ou 89. Même Toto Wolff l'a dit, si les deux là se retrouvent en tête et que ça va se jouer à celui qui est devant, c'est la catastrophe. Donc on voit pas comment ça peut bien se terminer. Pour que ce serait vraiment triste, ouais, mais j'ai peur que ça se termine comme ça, ce serait vraiment dommage. D'ailleurs, quand Senna Prost se sont accrochés à Suzuka 90, j'y étais. Ils sont rentrés les deux à pied, chacun de l'autre côté de la piste. Ils se sont accrochés au premier virage, donc il y avait 500 mètres à faire pour tourner au paddock. Chacun est rentré à pied de son côté de la piste au paddock. Puis arrivé au paddock, Senna a fait la fête alors qu'il était champion parce qu'il est sorti de route Prost. Il n'y a quand même pas trop de quoi célébrer. C'était un petit peu indécent ce qu'il faisait là, mais il a fêté avec l'écurie McLaren. Voilà. Si ça se passe comme ça et que chez Red Bull ils font la fiesta pour avoir gagné grâce à une victoire de plus, celle de Belgique derrière le safety car, ouais, ce sera un moche championnat. J'ai peur que ça se termine comme ça. Comme dirait une chaîne de TV concurrente et payante, rendez-vous au premier virage. Voilà, exactement. Merci On Luc. verra bien. Merci, à bientôt. Cette fois, je suis avec Sylvain Bolt pour parler ski. C'est parti, c'est parti à fond les ballons cette saison en Amérique du Nord et ça vient chez nous sous peu. Honneur aux hommes, une fois n'est pas coutume, le début de saison réussi de Marco Odermatt. Il a marqué des gros points, mais ça va faire le yo-yo un peu toute la saison avec Pinturo notamment. Ouais, il a marqué des gros points. Il est pas très loin de son premier podium en descente, hein. Et puis, il est très fort en Super G. Il a gagné sur la piste où il avait gagné il y a 2 ans. C'est vraiment la saison où il peut gagner le globe. Mais tu l'as dit, il y a Pinturo qui est toujours là. Il a fait 2 fois sixième en Super G. Et on sait qu'il faut une troisième discipline forte pour gagner le général. Et voilà, il a déjà gagné le général et il peut le regagner en s'est bien amélioré en Super G. Et puis, on a le retour de Kildé, qui avait gagné le général de la Coupe du Monde pendant la première année du Covid, on dira. Et là, il revient très, très fort en gagnant, alors que je crois que c'était son troisième départ en Coupe du Monde après son retour. Il s'est fait le ligament croisé du genou droit il y a même pas un an, là, en janvier passé. Donc c'est assez impressionnant. Ce gars, c'est un viking, quoi. Je sais pas
Le matériel, il est fait, mais en tout cas, il est très solide. Et puis, du coup, c'est un contrat. Il va se mêler à la lutte pour le général, je pense aussi. Surtout qu'il n'est pas deg non plus en géant. Du coup, ce sera quoi la clé de ce championnat? Ce sera la capacité d'Odermatt à aller marquer des gros points en descente et en géant. Ce sera Pinturo. Est-ce qu'il va se mettre à la descente une ou deux fois parce qu'il va vouloir aller gratter quelques points? Ça va se jouer où? Ça peut se jouer finalement un peu partout. Ouais, alors je pense que Pinturo, il va pas faire trop de descente. Mais ce qui pourrait faire son jeu, c'est Kilde Odermatt qui se grappille des points en vitesse. Parce que du coup, lui, s'il n'est pas très loin, et puis que les deux finissent 2, 3, tu vois, ils ont moins de points et ils commencent à s'envoler un petit peu parmi. Et du coup, ben ça peut faire les affaires de Pinturo. S'il est au contact en Super G, il n'a pas besoin de faire la descente. S'il se classe près du podium, voire une fois sur le podium en Super G, ça peut faire les affaires de Pinturo. Ils perdent aussi un petit peu de l'énergie et de la force avec ses annulations en vitesse, tout ça, en descente, qu'il et Odermatt, ou Pinturo peut se reposer ou peut travailler justement le géant et le slalom et là faire la diff. La clé, je pense, pour répondre à ta question, ça sera le géant où Odermatt devra vraiment aller les chercher, quoi. Vraiment aller gagner le plus possible parce que tu as 100 points pour une victoire, 80 pour la deuxième place et 60 pour la troisième place, sans erreur. Euh, et donc, du coup, ça va se jouer, à mon avis, à moins de 100 points, hein. Si un calendrier est régulier et que les personnes se blessent, etc. Mais ça va être serré. Donc, il faudra être là en géant et Odermatt, dès ce week-end, il va devoir répondre présent en géant, vu qu'il ne va pas faire le slalom dimanche et que Pinturo il marquera peut-être des précieux points. Il y a ce premier Super G où Odermatt a vraiment découpé la piste dans tous les sens. C'est rare quand même. En Suisse, on a eu plein de skieurs prodiges, la future star et tout. Mais lui, dès le début, on savait qu'il était fort, mais il n'en finit plus de confirmer. C'est vraiment un phénomène. Ouais, c'est un phénomène. Puis là, il a vraiment marqué les esprits parce qu'il y a 2 ans, à Beaver Creek, il gagnait son premier Super G, sa première victoire en Coupe du Monde. C'était un petit peu une surprise. Enfin, de le voir si tôt gagner en Super G surtout. Là, il gagne et puis c'est pas du tout une surprise. En fait, parce que voilà, il a prouvé qu'en vitesse, il était là. Il fait quatrième au mondiaux en descente. Là, il fait de nouveau quatrième à quelques centièmes de Bad Foyce, qui est genre un patron en descente, qui a énormément d'expérience, surtout sur ces pistes où normalement, c'est des cadors, c'est des gros bébés qui gagnent, hein, parce qu'il y a pas mal de parties plates. Et là, en fait, Darmat, il rivalise. En descente, il a fait pas mal d'erreurs dans les parties techniques, mais sur le pas, c'est un des plus rapides. Il finit un peu plus loin, je ne sais plus combien, mais il finit en dehors du top 10. Mais il est là sur les parties de glisse. S'il ne fait pas d'erreur sur la partie technique, il est nouveau proche du podium. C'est vraiment impressionnant. Et je pense que ce week-end, il a encore marqué les esprits, encore mis un gros coup de pression sur Pinturo. Tu l'as dit, hein, Pinturo ne fait pas la descente. Du coup, il est rentré en Europe 2 jours plus tôt. Ça aussi, ça peut faire une petite différence ce week-end. Ouais, ça peut faire une petite différence. Là, il est rentré, je crois, chez lui à Courchevel, se poser un tout petit peu, reposer 1 ou 2 jours. Mais après, je pense qu'il va mettre très vite le cap sur, euh, sur Val d'Isère. Il sera à la maison. Et puis, ça peut. Le fait d'être rentré un peu plus tôt, mine de rien, tu as un petit peu plus de récupération de repos. Il y a le décalage horaire, etc. Ça peut être des petits détails, un jour de plus sur la piste, peut-être. Ça peut l'aider, ouais. Mais voilà, il a un gros programme. Son vrai chez lui à Pinturo, c'est pas en Autriche maintenant? Ouais, mais j'ai vu sur ses réseaux sociaux qu'il était passé par la France. Mais oui, son vrai chez lui, c'est Reiteral, moi, sur les terres de Marcel Hirscher. Puis il s'en fout, de toute façon, il a l'hélico de Red Bull, il fait comme il veut. Exactement. Ah, Ouais, c'est non, il est bien là. Il est bien. scandaleux, scandaleux. Val d'Isère, géant slalom. Enfin, les slalomeurs suisses vont pouvoir se rattraper un peu, hein. Ouais, enfin, ils vont déjà pouvoir lancer leur saison. Parce que c'est vrai que les You et les compagnies, bon, il avait fait le géant à Soldan, mais ils doivent être un peu impatients là, de lancer leur hiver mi-décembre. Mhm. Et puis ouais, ils ont pas fait une saison, disons. C'est compliqué à dire qu'ils ont raté leur saison parce que c'était surtout l'année d'avant qui était exceptionnelle, surtout l'année de Yule qui était exceptionnelle. Et puis, c'est normal de ne pas pouvoir faire chaque hiver la même chose. Mais on a une belle équipe de slalom toujours. Elle a été quand même performante la saison passée. Et là, je pense qu'on va de nouveau retrouver des. Il y avait aussi des conditions qui étaient très spéciales, hein, l'hiver passé. Plusieurs courses, et pas forcément sur des pistes avec des conditions de Coupe du Monde, hein, soit de la neige trop molle, soit souvent. Ouais, il y a eu des chutes de neige aussi parfois. Enfin, elles n'étaient pas forcément préparées dans les meilleures conditions. On sait que
nos slalomeurs, ils aiment bien les conditions parfaites de Coupe du Monde pour briller. Puis c'est important, le slalom aussi. Donc on va avoir une belle saison, à mon avis, du côté du slalom aussi. Bon, juste une dernière question sur les types. Forcément, c'est un truc qui est un peu débile dans ces périodes Covid. La sélection, finalement, pour la Chine chez les descendeurs et les super géantistes, elle risque d'être vite faite, hein. Si Krienbuhl et Weber se vaccinent pas, déjà, ils ne pourront pas aller à Val Gardena et puis les JO, tant pis pour eux. Ouais, c'est ça. Bah, ils vont déjà faire l'impasse sur la Val Gardena. Puis bon, en Italie, il y a quand même pas mal d'épreuves de vitesse en fin d'année. Donc, c'est aussi là où tu peux faire répondre à tes contre-sélections, aux critères. Donc, ouais, ça va être tendu. Après, si Yanka et Maroka Vietzel, moi, franchement, je pense pas qu'ils vont vraiment revenir à temps et en tout cas pas réussir les minima, à moins d'une surprise. Ça pourrait ouvrir la porte aussi à des surprises et à des jeunes romans. On en a plusieurs, hein. Yannick Chablot qui a fait sa première Coupe du Monde avec Louise en descente. Bon, il est nidwaldien aussi. Il était à l'école avec Marco Dermatt. Mais il est vaudois. Il est né à Aigle. Et puis, ils ont les grands-parents qui sont en rouge. Donc, on va dire qu'il est vaudois. Il faudra lui poser la question juste pour être sûr, comme avec les meilleurs. Et Très puis, bah, il y juste. a Arnaud le Valaisan et puis Alexis Monet, un fribourgeois. C'est des jeunes de skieurs de 20 ans et des poussières et qui sont prometteurs. Donc, eux, pourquoi pas? D'un coup, s'ils ont leur chance. Bon, il faut déjà qu'ils aient leur chance en Italie, mais je pense qu'ils auront leur chance en Italie, du coup, parce qu'il y aura des places. Parce qu'il Et faut arrêter avec ce Gilles Roulin maintenant. C'est de ouais, l'acharnement Giroud, thérapeutique, ça fait mal au cœur. ça fait un peu mal au cœur. Ouais, il n'a jamais réussi vraiment à passer ce step entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. D'ailleurs, il végète encore toujours un petit peu en Coupe d'Europe pour aller chercher ces fameuses 3 places fixes qui assurent justement une place en Coupe du Monde. Et du coup, il est toujours en train de faire un peu la navette entre les deux mondes et c'est pas évident parce que c'est des réglages différents de ski et puis c'est des univers complètement différents aussi. Donc ouais. Mais bon, les critères, je crois que c'est 2 top 15, ça fait rare. Si c'est les mêmes, j'ai pas été vérifié, mais ou un top 7, en tout cas, c'était ça la dernière fois. Mais ouais, ça peut aller assez vite s'il est aligné. Mais voilà, maintenant, il y a plus de concurrence et il y a 8 dossards en descente et ils sont plus assurés pour un Gilles Roulin ou un Ralph Weber. Enfin, un Ralph Weber vacciné. Qui sera là. Bon, on va vite quand même parler un peu des filles parce que le temps file. Super G égale la Ragoute. Ouais, c'était assez impressionnant parce que ben, la Ragout, elle était un petit peu à la rue en descente, hein, en dehors du top 15. Et puis, ben, on se dit, bon voilà, dimanche, Super G, elle va relever un peu la tête, revenir dans les 10, se placer. Et puis ben, voilà, elle fait deuxième. Ah, je sais pas, elle a un don en Super G, elle a quelque chose. Depuis toute jeune, elle faisait déjà des gros résultats en Super G. Euh, c'est une discipline où tu n'as pas d'entraînement, donc tu as juste la reconnaissance. Et donc, Feeling. un feeling et des skieuses qui sont intelligentes, qui arrivent à jouer sur le terrain et à comprendre en fait les subtilités, comme la Ragout, la Rami, ben, elles sont avantagées. Elle a pas, c'est pas comme en descente où tu as 3 entraînements, où tu peux peaufiner tes réglages, regarder les passages à la vidéo qui vont pas, etc. Là, c'est de l'instinct, c'est du one shot. Et ben, la Ragout Berami, vu que c'est une des meilleures skieuses du monde et qu'elle a fait des immenses progrès en géant, donc au niveau des virages surtout, eh ben, ça porte ses fruits aussi en Super G, qui est vraiment une super discipline, je trouve. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce week-end. C'est ce mélange entre technique et vitesse. Ils étaient super beaux, ces Super G, autant à Beaver Creek qu'à Lake Louise. Elle a été battue juste par une extraterrestre. Est-ce que, au vu des écarts en descente, surtout, on peut penser qu'elle va faire de lead 7, quoi, mettre une seconde et demie à tout le monde chaque fois? Ouais, j'ai un petit peu peur qu'elle écrase bah, déjà quasiment le général, enfin le club de cristal de descente. Bon, Corinne Sutter est revenue quand même, mais ça va être compliqué d'aller la chercher. Ça fait déjà maintenant elle est en pleine confiance. Euh, ouais, j'espère qu'elle va pas gagner à chaque course avec plus d'une seconde d'avance parce que c'est vrai que pour le suspense, c'est un peu de SR 3 et puis la course elle est déjà la pliée, c'est un peu dommage quoi. Puis Mais il est Saint-Moritz, impressionnant. Elle a un style de ski aussi qui est incroyable. Enfin, c'est tous les risques, quoi. C'est vraiment joli de l'avoir skié, quoi. Ça fait plaisir. Et puis, ben, elle a aussi un super client pour les médias, pour nous, parce elle se lâche. Enfin, c'est un personnage, quoi, Sofia Gaudier. Saint-Moritz ce week-end, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on va gagner un slalom? Alors, il n'y a pas de slalom ce week-end, c'est deux Ah, super pardon. G. Ouais, Ah ouais, c'est mais je deux confonds super avec G. les types. Je confonds avec les types. Ouais, Je suis nul. Ouais. ouais.
Ouais, ben, il y a deux Super G. Ben, on attend bien sûr Lara Berami. Je pense Mhm. qu'elle risque de faire un petit podium ou deux. À voir aussi, à part ça, si elle est rétablie, hein, parce qu'elle n'était pas à super forme. Elle a une grosse grippe, elle a été refroidie, elle n'était pas en très bonne forme. Ça s'expliquait ses mauvais résultats en descente. Comme le Super G est plus court, elle a pu tout donner, puis ça a suffi sur une minute d'être dans sa forme pour un podium. Mais ça va être intéressant, ces Super G. Et puis en slalom dimanche, bah oui, on espère un premier podium de la saison. Yule, Ernie, Sennheiser, on a pas mal de cartes. Et Wendy Holdener, je sais que tu l'attends ce premier podium et il viendra cette saison. Oui, non, ça me tend parce que chaque fois je la vois dans 24 pubs différentes, la gamine, et puis elle gagne pas en slalom, ça m'énerve un peu. À part ça va Elle courir gagnera. D'accord, d'accord, tu me rassures. Est-ce qu'on va courir ce week-end parce qu'on annonce très froid, de la neige, il y a de nouveau des risques? Bon, je t'ai pas Ouais, trop alors, prêt, mais non, bah, tu te rappelles l'année passée, il y avait eu de la neige, mais c'était impressionnant, quoi. Il y avait le paquet sur les voitures, les courses avaient été annulées. Euh, Là, j'ai été regarder sur les pointages, ça a l'air de neiger un tout petit peu vendredi, samedi matin, mais au niveau des horaires des courses, vers 10h30, je crois que le Super G est planifié, ça neige pas pour le moment. Donc, on va croiser les doigts. Déjà d'ac- que le Covid a épargné Saint-Moritz, parce qu'on a craint qu'on ne puisse pas courir là-bas, ben, on va croiser les doigts pour que les conditions rendent possible la tenue des Super G. croisons les doigts à défaut de croiser les skis. Merci Sylvain, bon voyage dans les Grisons. Je serai pas loin de toi, mais on va vibrer, on va vibrer. Merci. On va vibrer exact. À bientôt, Robin. Ciao, ciao. Je suis avec Emmanuel Favre pour parler Swiss League. Et bah, ça s'est un petit peu accéléré ces derniers temps pour quelque chose que je n'étais pas tout à fait au courant de tout. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer, comme si j'avais 10 ans, comment est-ce qu'on est promu en National League? Ouais, ben, en fait, je te parle comme je te parle tout le temps, alors c'est ce que tu veux, Robin. Comment est-ce qu'on est promu en National League? Il y a d'abord une chose qui est obligatoire, tu dois être champion de Swiss League. Ça, c'est c'est le critère fondamental. Mais c'est pas le seul critère. Il faut être champion de Swiss League, mais il faut aussi avoir fait une demande d'accession à la National League. Et là, le délai est écoulé. Une demande, et ça, c'est vraiment nouveau. Maintenant, un club de Swiss League qui fait acte de candidature, donc au mois de novembre, pour accéder à la National League, doit déposer 20 000 francs à la société anonyme de la National League AG, la nouvelle société indépendante. Et puis, même si ton dossier n'est pas retenu, eh ben, cet argent, tu ne le récupères pas. Ça, il faut aussi le savoir. Donc, en gros, si tu as 10 clubs qui font acte de candidature, tu as 200 000 francs qui rentrent dans la caisse de la National League AG et puis qui permettra à cette ligue d'avoir quelques revenus. Alors, bien sûr, c'est des sommes qui peuvent sembler mineures, mais c'est aussi quelque chose qui peut peut-être freiner aussi les souhaits et désirs de certains clubs, tu vois, qui statent, on tente le coup, on tente pas le coup. Voilà, donc ça, c'est un nouveau 20 000 paramètre à balles, c'est prendre en quand même considération. 2 mois. 20 000 balles, c'est 2 mois d'un bon joueur, quoi. Oh, en Swiss League, c'est le salaire moyen d'un joueur suisse qui n'a pas fait une grande carrière à l'étage supérieur avant. C'est ça la réalité de la Swiss League. Tu vois. Donc, une fois que cette somme a été déposée, les dossiers ont été analysés. Ce que je ne sais pas, c'est le nombre de clubs, avec certitude, je ne sais pas le nombre de clubs qui ont fait acte de candidature. On m'a dit 4. Ça me semble, en tout cas par déduction et les appels faits à certains clubs, ça me paraît être le chiffre le plus juste. Il s'agit de Holten, de Cloten, de Viège et de La Chaux-de-Fonds qui ont fait acte de candidature. Et 3 de ces dossiers ont été retenus, à savoir ceux de Holten, de Cloten et puis de Viège. Celui de Chaux-de-Fonds ne l'a pas été. Il faut savoir maintenant si Chaux-de-Fonds va faire recours ou bien pas. Aux dernières nouvelles, la question demeure pendante. Il n'y a pas une discussion qui a été prise. Et ce qu'il y a donc d'intéressant aussi, avec un poil d'ironie, c'est que dans les critères fixés par la National League, il est obligatoire qu'un club qui fait acte de candidature ait dans sa pyramide de formation un club U20 top et un club U17 top. Et alors ça, c'est ma lecture maintenant.
on se retrouve quand même avec 2 des 3 candidats dont le dossier a été retenu qui ne remplissent pas ce critère. Holten n'a ni l'un ni l'autre et Viège n'a pas le premier. Mais on a quand même donné des petites dérogations pour se mettre en place à plus ou moins court, long, moyen terme. En fait, ça reste assez flou quand même. Donc, en gros, pour parler à l'enfant de 10 ans, pour accéder à la National League, il faut que Holten, Kloten ou Viège soit champion de Swiss League cette année. Si ça arrive, il y aura 14 clubs à l'étage supérieur la saison prochaine. Donc, ça veut quand même dire que Kloten ou Holten risquent bien de jouer en National League l'année prochaine, fondamentalement. Oui, c'est un scénario probable, même si les playoffs réservent des surprises à chaque année. Je pense que si tu me posais la question il y a 12 mois, tu n'aurais probablement pas intégré Ajoie dans ta question. Probablement. Ouais, donc, laissons quand même le sport se jouer, le sport se nourrit d'émotions et de surprises. Ça peut arriver, on ne sait jamais. J'y crois assez peu, hein, pour tout te dire, mais ce scénario est, disons, plus que probable. Et pas de Langenthal, alors ça m'étonne chaque fois. Langenthal n'a pas fait acte de candidature. C'est quand même un club, il y a 1 an environ, qui avait dit qu'ils allaient faire un pas en arrière, aussi parce qu'il y avait dans si je me souviens bien, des votations communales pour une nouvelle patinoire. Ça n'a pas débouché sur les résultats escomptés. Et ils ont fait un petit pas de recul, essayé de recréer leur base avec une identité un petit peu plus locale, régionale. Et puis c'est en train de se construire. Après, je ne suis pas sûr. C'est peut-être aussi, de niveau, je bafouille un petit peu, mais il y a ces 20 000 francs. Langenthal sait très bien que c'est ces 20 000 francs qui sont jetés en l'air. Dans son vieux Shoran, il n'est pas possible de pouvoir évoluer en National League. La patinoire n'est probablement pas conforme aux exigences de la Ligue supérieure, et j'y reviendrai. Et puis la deuxième chose, même si elle l'était, tu peux pas générer des revenus qui te permettent de vivre à l'étage supérieur. Donc voilà, il y a pas le cadre de travail qui permet d'y être. Et je finis juste, c'est vrai, par rapport à l'explication, il y a encore une dernière étape, mais là, le club est promu. Admettons que ce soit Holten, je dis Holten parce qu'Holten est premier aujourd'hui. Holten est promu, et comme les 13 autres clubs qui sont en National League maintenant, ce club-là va devoir demander sa licence de jeu, et la réponse arrive au mois d'août pour ça, dans la nouvelle manière de faire. Mais ça, c'est pas une condition supplémentaire qui est demandée au club promu, c'est une condition à laquelle tous les clubs de la Ligue va devoir répondre. Ok. Bon, déjà, ça fait arriver tard sur le marché, hein, mais il y a surtout ce truc, c'est que c'est une grosse pression pour Kloten qui met quand même les moyens pour retrouver l'élite, ou Holten qui a envie de la trouver. C'est qu'après, on ne peut pas aller en dessus de 14. Alors, attention, c'est vrai que c'est ça aujourd'hui, et je pense qu'il faut prendre ce genre de critères avec énormément de recul. C14, depuis le temps que tu suis le sport, je pense dans toutes les ligues, tu as vu des changements, des évolutions, et on change ci, on change ça. C'est sûr, pour l'instant, c'est formé à 14, mais je peux dire que s'il y a un club qui vient avec un budget, des moyens, qui permet d'avoir une lisibilité, d'agrandir justement l'image du produit, ils vont monter à 15, à 16. Une question à se poser aussi, est-ce que dans les 13 clubs actuels en National League, tous ont l'étoffe pour y rester? Je suis pas sûr. Donc, je pense que tout ça, il faut le prendre un petit peu avec du recul. Et puis, la Ligue sera pas fermée. Déjà, je pense, si on se souvient c'est un vieux débat, hein, que Bienne voulait saisir la commission de la concurrence pour lutter contre une Ligue fermée. La Ligue a fait marche arrière tout de suite parce que c'est pas légal. Ça ne remplit pas les critères du droit suisse. Donc, une certaine porosité, à mon sens, existera toujours entre les deux catégories de jeux. Donc, imaginons un club valaisan au hasard, avec au hasard une nouvelle patinoire, ça ne ferme aucune porte, au contraire. Alors, c'est une question, bien sûr, qui est venue sur le tapis. Ça fait quelques semaines maintenant, je pense que tu parles du HCCR quand tu dis ça. Oui.
quand la commune, le club et les investisseurs avaient présenté leur projet, leur jolie maquette de nouvelle patinoire, c'est que c'est forcément une question qui est venue sur le tapis. Et ben, lorsqu'on parle de ça aux personnes qui travaillent sur le dossier, par politesse, elles haussent les épaules. Et puis, lorsqu'on boit un verre à l'apéro, et puis c'est plus nécessaire d'être poli et de bien paraître, on vous rit au nez lorsqu'on dit ça. Donc, c'est absolument pas un obstacle qui permet de faire avancer les projets aujourd'hui. On va prendre quand même 2 minutes pour parler justement du HC Sierre qui a de très fortes chances, voire plus, de changer de coach l'année prochaine. Comment tu analyses le départ de Dani Gelina, remplacé, semble-t-il, par Yves Sarraut? Catastrophé. Il n'y a pas vraiment, disons, de logique pour moi dans cette décision-là. À 15 km de là, il y a un président qui a coutume de dire c'est le automate qui décide de la durée de vie des entraîneurs. Tu l'as entendu souvent, toi qui es beaucoup impliqué sur le football. Donc, à 15 km de là, dans l'autre sens, c'est visiblement une autre philosophie, une autre manière de juger du travail d'un entraîneur. En fait, le résultat ne semble pas vraiment compter, puisque Dani Gelina, qui est en poste depuis 4 ans à Graben, a réussi la promotion en Swiss League sa première année. La deuxième saison, il maintient le club dans la catégorie de jeu sans jamais trembler. Le club n'a jamais été menacé de relégation au cours de cette saison-là. La troisième saison, Sierre était, je crois, à mon sens, la grande surprise du championnat, puisque le club a fini 4e de la saison régulière avant de perdre en 4 matchs contre le Ten en quart de finale. Et puis, cette saison, alors qu'il y a eu pas mal de blessés dans le top 6 offensif en début de saison, mais même sur la durée, Thibaut Monet n'a toujours pas joué, le club est toujours dans la lutte pour une qualification directe pour les playoffs. Pour moi, on juge un entraîneur sur le résultat, sur le développement des jeunes. Dans ces 2 critères-là, je pense qu'on ne peut pas mettre une note inférieure à 5 ou 5,5 sur 6 à Dani Gelina. Partons de là, si on juge les gens sur leur travail, leurs résultats, il n'y a aucune raison de ne pas, en tout cas, discuter d'une prolongation de contrat. On peut ne pas se mettre d'accord pour différentes raisons, mais là, selon mes informations, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de discussion. Il y a à peu près, on est en décembre maintenant, il y a 11 mois de ça. Dani, on est très content de ton travail, on va bientôt se reparler. Il ne se passe rien durant tout l'été. Au mois de septembre, fin septembre, début octobre, une proposition de prolongation de contrat est soumise aux représentants de Dani Gelina. Une proposition à laquelle l'agent, le représentant répond par une contre-proposition, une contre-offre, à ma connaissance, qui n'avait rien de choquante. Les chiffres, si je suis bien informé, tout à fait raisonnable de ce côté-là. Et ça s'est arrêté là. Et après 2 ou 3 semaines de silence, le club, un représentant du club, tiens-toi bien, un soir à 20h53, dans un bus, alors que l'entraîneur se trouvait dans un bus de retour de Zug après un match contre l'Académie, il reçoit un mail qu'il consulte sur son téléphone portable où il apprend qu'il ne sera pas de retour la saison prochaine. Je t'ai répondu catastrophé, je crois, la première question que tu m'as posée. C'est, si j'ai choisi ce mot, c'est pour ces raisons-là, quoi, en fait. D'accord. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, on a dépassé le temps. On en reparlera une fois parce que peut-être qu'il y a quelques minutes d'influence intéressantes à suivre du côté du Valais. Merci, Manu. Je t'en prie. Bonne journée, Robin. Ciao. Voilà, autour de Valentin Schnork de passer sur le grill de la brasserie. Je pense qu'on peut le dire, hein, les médias avaient tort. Il n'y a jamais eu de crise au Servette FC. C'est reparti, là. Le Servette file vers l'Europe. Le foot, c'est plus facile avec une mi-temps à 11 contre 10, hein, de toute façon. Ça, c'est... Non, mais oui, alors c'est clair qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé, qu'il y avait une forme de sérénité quand même qui existait à Servette et qui n'a jamais quitté Servette. Et le fait de pouvoir retrouver assez vite
finalement, enfin, assez vite, du moins après cette trêve de novembre, la victoire, au moment où c'était sans doute le plus tendu, eh ben, ça donne raison à toute la direction servétienne, à Besnard, à Severos, le fait de ne jamais s'agiter. C'était finalement pertinent. Après, voilà, je pense que si Servette avait d'autres objectifs, si Servette avait des ambitions européennes, de podium, etc., sans doute que Geiger aurait fini par sauter. Ça, c'est fort probable. Mais en même temps, en l'état, Servette, vu les ambitions qu'il a, vu les capacités financières en termes de budget notamment qu'il a, il n'y avait pas de raison de s'agiter du moment que tu es toujours au-dessus de la barre. Et Servette n'a jamais été en dessous de la barre, mine de rien, malgré toutes ces défaites consécutives. Alors, dans le jeu, c'était pas terrible, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est un petit peu mieux. Et puis voilà, tu gagnes 3 matchs de suite, donc forcément, tout est remis, tout se remet dans le bon sens, tout est droit, et il n'y a pas de raison enfin, disons que ça donne tort à tous ceux qui s'agitaient un petit peu et puis qui parlaient de crise. Donc voilà, il faut bien accepter la situation, et tant mieux pour Servette. Il y a eu quand même des circonstances favorables, on va le dire, mais ils ont su en profiter. C'est pas donné à tout le monde. Oui, alors c'est pas donné à tout le monde. Disons que c'est clair que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer 2 fois et demi temps en supériorité numérique. Donc ça, c'est qu'on le veuille ou non, ça change un petit peu tout. Et puis pour Servette, ça a tout changé entre la première et la deuxième mi-temps au Wankdorf samedi. Sur le match de Lausanne, peut-être qu'ils auraient fini par passer l'épaule de toute façon 11 contre 11. Mais là, c'est clair que l'attitude de IB est différente, que le bloc bernois est beaucoup plus attentiste, avec la volonté de partir en contre. Et tu te dis que ça peut très bien tourner très vite en faveur d'IB aussi, hein, même en infériorité numérique. Si une fois ou deux ils envoient Elia et puis que ça se passe correctement, eh ben, Emma à 2-0 et puis tu remontes pas forcément, tu remontes pas forcément 2 buts derrière. Mais oui, ça a permis à Servette de respirer un petit peu, de sortir de ses 20 mètres, d'avoir une ambition qui était différente en deuxième mi-temps. Et quand Servette a un peu plus d'espace au moins pour repartir correctement, même si c'était pas hyper haut, même si c'était pas flamboyant non plus, au moins ça permettait d'arriver jusqu'à la moitié de terrain de manière un peu plus sereine. Il n'y avait pas de pressing en face. Et ça change forcément la donne face à une équipe aussi intense que Kibé. Mais on voit Kibé a des problèmes en ce moment, que ce soit au niveau des blessures, au niveau des manques. Mais en fait, disons que c'est surtout lié aux blessures. Je pense qu'ils ont changé de défense centrale 6 ou 7 fois depuis le début de saison, de paire de défenseurs centraux 6 ou 7 fois depuis le début de saison. Et donc ça change un petit peu la donne. Dans cette même brasserie, qu'est-ce qui a changé depuis quelques semaines, quelques mois, avec le Genevois, qui est devenu une sorte de facteur X. Tu as analysé son jeu hier pour le site du matin. Déjà, il est titulaire, ça aide pour briller, quoi. Ouais, alors je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de sa part, qu'il a besoin de prendre des responsabilités, et puis c'est comme ça qu'il est bien. Le fait que cette confiance, qu'on lui donne cette confiance, qu'on le mette toujours titulaire, comme ça a été quasiment tout le temps le cas depuis le début de saison, ça légitime en tout cas c'est la confiance qui lui est accordée. Et lui, puisqu'il a cette confiance, tu as le sentiment qu'il est plus calme, qu'il ne surjoue pas. Et en fait, dans le jeu, ça se répercute par des choix qui sont presque tout le temps bons. En fait, c'est hallucinant. Il a une capacité d'analyse des situations qui est vraiment assez impressionnante. Et en plus, il y adjoint une qualité technique et des inspirations qui sont vraiment intéressantes et qui traduisent un côté génial que Servette n'a pas toujours eu dans ses rangs ces dernières années. Enfin, disons que je pense que le joueur qui avait ces idées-là, le plus récent, c'était Wüthrich. Mais avant Wüthrich, pour monter encore bien plus loin, pour avoir des joueurs avec cette capacité technique telle que Emery a. Ce qu'il a, c'est qu'il se disperse aussi beaucoup moins. Enfin, disons qu'il avait tendance à aller un petit peu dans toutes les zones du terrain où il pouvait toucher le ballon. Et on se rend compte que quand il le fait, quand il finit par décrocher un petit peu trop, eh ben, il perd le ballon parce qu'il n'est pas dans ses dispositions les meilleures. Là où il est le meilleur, c'est quand il arrive en zone 3 avec le jeu face à lui, avec la capacité d'analyser toute la situation. Et c'est là où il arrive à trouver les bonnes solutions.
à temporiser quand il faut temporiser, aussi à accélérer en une ou deux touches quand il faut accélérer. Et puis aussi, il y a ce besoin, on sent qu'il a envie d'être décisif et il a besoin d'être décisif. Et il cherche la bonne passe. Alors ça, il a toujours eu cette qualité de passe, mais elle est encore mieux valorisée cette saison parce qu'elles sont faites au bon moment, parce que au lieu que ce soit la quantité, il les essaie pas tout le temps, mais il essaie au bon moment de trouver cette passe juste. Et en plus, dans cette capacité à enchaîner les tirs et donc les buts, parce qu'il est dans des zones intéressantes, parce qu'il a une qualité qui est exceptionnelle, par exemple, sur popularité, parce qu'on les met 2 coups francs directs dans des zones où il les a mises, donc à Zurich en septembre, mais surtout contre IB samedi. C'est pas normal en fait de mettre ces buts-là, mais lui, il a cette supériorité-là que d'autres joueurs n'ont pas. Et en fait, il tire beaucoup. On se rend compte qu'il tire plus de 3 fois et demi par match, et c'est quand même beaucoup. Et il prend des positions de frappe qui sont intéressantes. Et ça valorise un petit peu toutes ces qualités. Son profil, c'est quoi? C'est un 10 moderne, c'est ce qu'on appelle maintenant souvent un 9,5 à la Griezmann, qui est en soutien de l'attaquant. Il ne faut pas le gâcher sur l'aile, quoi. Ouais, alors moi pour avoir parlé quand même avec pas mal de ses formateurs ces derniers temps, depuis qu'il a été appelé en équipe de Suisse, j'ai passé quelques coups de fil. Que ce soit on peut les citer, hein, ces formateurs, ça va de Anthony Breza, qui l'a eu en moins de 16, qui est aujourd'hui entraîneur de Nyon, ça va de Matteo Vanetta, qui est l'adjoint de IP, qui l'a eu en moins de 18. J'ai parlé à Yves Debonnaire aussi, qui l'a eu en sélection suisse. Ils me le disent tous que lui, sa zone, ça doit être autour de la surface. Pas dans la surface, pas trop bas, mais vraiment autour de la surface. Donc ça veut dire vraiment dans cette zone 3, c'est là où il est le plus efficace. Et je pense que là où il est, moi, pour avoir regardé encore un petit peu ces matchs hier, ces mouvements, là où il est le meilleur, c'est quand il vient de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc, en fait, moi, je ne suis pas convaincu qu'il doit forcément être tout le temps dans le cœur du jeu. Je pense qu'il faut lui laisser une liberté et qu'il puisse se déplacer et recevoir le ballon avec le jeu face à lui. Parce que c'est là où il capte le mieux la situation telle qu'elle est en zone 3 et qui peut faire des différences. Je ne suis pas sûr que s'il reçoit le ballon dos au but dans la densité, bah là, il soit hyper efficace, par exemple. Je ne pense pas même s'il a un petit peu un crochet court, il l'a quand il a le jeu face à lui. C'est là où il peut être intéressant. Si tu le prends vraiment proche de l'attaquant, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment parfait pour combiner. Moi, à mon avis, là où il est le meilleur, c'est peut-être pas forcément où il est placé aujourd'hui, donc cantonné un petit peu sur le côté, parce qu'on voyait qu'il était quand même contribué, qu'il avait tendance à être un petit peu oublié, mais lui donner une liberté qui lui permet de bouger et puis de faire les déplacements qui le mettent en valeur, moi je pense que c'est ce qui va le mieux lui convenir. Alors après, pour Servette, la question, ça va être de savoir comment animer tout ça. Est-ce qu'on donne un côté un petit peu asymétrique? Pourquoi pas? On lui dit, bon, écoute, tu pars de la gauche, tu es à gauche défensivement quand on n'a pas le ballon, mais quand on l'a, bah, tu viens vraiment à l'intérieur et puis on libère un petit peu le couloir, on laisse les autres prendre ce couloir si on en a besoin. Et comme ça évite de déplacer Stevanovic, qui ne sera jamais plus à l'aise que lorsqu'il est bien sur l'aile droite, bien collé à la ligne de touche. Pourquoi pas? Est-ce que ça va être dans un milieu où on lui mettrait Valls et Konya plus lui, sachant qu'il faudrait sortir par exemple un Doulin, ou en tout cas enlever un 6 de formation ou mettre un double pivot, enfin voilà. Peut-être, mais moi, comme je te dis, moi je pense qu'il lui faut une certaine liberté. Donc il y a des questions qui se posent, mais je pense en tout cas que dans l'animation, il doit se mettre en valeur et il doit prendre beaucoup plus de place et être proche du ballon. Il doit venir le plus souvent possible au ballon, même quand le jeu est à l'opposé. Et parce que c'est là où il sent quand même le mieux ce qui se passe et c'est là où il peut faire le plus de différence. Il a besoin de toucher encore pas mal de ballons. Finalement, ce que tu me décris là, c'est une sorte de profil et de remplaçant parfait à Xherdan Shaqiri. Ouais, peut-être, même si je pense que Shaqiri est meilleur justement dans la densité. Il arrive à plus à recevoir le ballon entre les lignes parce que là, lui, il n'a pas besoin de course de 15 mètres pour recevoir le ballon. Shaqiri, il peut le recevoir sur 2 mètres et trouver une solution. Après, sans doute qu'Emery est peut-être un profil un petit peu plus moderne, comme tu l'évoquais. Il a sans doute une capacité à reproduire des efforts, à faire des appels sur 10 mètres, en tout cas à 21 ans, l'âge qu'il a aujourd'hui. Il peut aller faire un appel en profondeur de 15-20 mètres pour recevoir un ballon dans une zone où il n'y a pas d'adversaire. Ça, il est plus capable.
Shaqiri, il est quand même bon, un peu plus statique, mais parce que aussi il a le temps, parce qu'il a eu des blessures et sans doute qu'il a plus la mobilité que ce qu'il avait avant. Je ne pense pas que ce soit, par exemple, il mérite que ce soit le joueur que tu touches sur le côté et puis qui rentre forcément à l'intérieur et qui trouve une position de frappe. Lui, si il touche le ballon sur le côté, il va aller chercher un relais, chercher une passe décisive pour ensuite éventuellement se mettre en position intéressante. Alors que Shaqiri, voilà, il y a le coup de rein, il prend le ballon sur le contrôle, il met un coup de rein et puis il trouve sa position de frappe. Mais c'est clair que c'est un joueur qui doit agir entre les lignes. Ça, Bon, le temps file, comme d'habitude, on est un peu en retard, mais ce sera ma dernière question. Enfin, un jeune de Servette a la confiance, peut jouer, part pas à 16 ans. C'est une belle combinaison et un beau succès pour le club. Ouais, le succès il sera surtout évident du moment qu'ils l'auront vendu, parce que c'est ça l'avenir qui se présente quand même. Imery, maintenant, il faut le vendre et le vendre correctement. Parce que une des ambitions de Servette, si Servette veut être efficace par sa formation, veut exister par son académie, ça veut dire qu'il doit vendre derrière pour être pertinent économiquement parlant. Et donc, pour le vendre, il faut au moins aller chercher, se ramener quelques millions sur Imery, et puis que ça ouvre la porte à d'autres, et au moins qu'on valide cette politique-là qui est évoquée depuis des années par les dirigeants. Mais là, ce serait l'acte fondateur de cette politique-là, la preuve qu'elle est légitime et qu'elle vaut pour Servette. Donc oui, c'est bien, mais maintenant, la finalité, c'est quand même de vendre ces jeunes et puis d'en ressortir d'autres et d'avoir un roulement qui soit efficace pour aussi progresser structurellement parlant. Et lancer un cercle vertueux. Merci Valentin. Voilà. Merci à toi, Arnaud.